Bonjour Monsieur Juppé, ravi de vous rejoindre. Merci d'être venu entamer le débat avec nous suite à notre invitation. Donc Steve Villem, mouvement étudiant pour la République, le débat et l'engagement, Caravane Bordeaux également, et étudiant en dernière année de médecine. Dans votre dernier ouvrage, sur l'état fort, vous décrivez, je vous cite, que le rêve de votre mère, c'était que vous fassiez médecine. Ses yeux, c'était la voie royale de l'ascension sociale. Elle vous imaginait en uniforme d'un avalé ou dans la blouse blanche d'un patron du CHU, de la capitale d'Aquitaine. Et vos camarades les plus brillants se préparaient à prendre cette voie. Finalement, vous n'avez pas pris cette voie, M. Juppé. Toutefois, moi, je pense que vous êtes quand même médecin. Demain, vous serez peut-être, de moi, je vous souhaite, le président de la République d'un pays qu'on dit malade. Vous serez le médecin personnel tant attendu d'une société millénaire constituée de 66 millions de cellules en perpétuel renouvellement. Voilà pour la métaphore. Donc c'est donc à votre... C'est donc à votre âme de médecin que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un diagnostic et j'attends de vous un traitement adapté. Donc laissez-moi illustrer mes propos avec 3 exemples tirés de la semaine médiatique passée, dont vous aurez sûrement entendu parler puisque c'était cette semaine. Mardi 15 mars, 110 cancérologues français ont lancé un appel contre le prix exorbitant des anticancéreux, certains allant parfois jusqu'à 100 000 € par an et par patient, alors que l'immense majorité du prix de vente n'est en fait que du pur bénéfice pour les laboratoires. Pour leur défense, les laboratoires invoquent des coûts importants de recherche et de développement pour créer un nouveau médicament, mais ceci est faux. Ce sont les États, à travers leurs universités, qui financent la plus grande partie des découvertes. Les molécules sont beaucoup moins coûteuses que ne le dit l'industrie. Pourtant, le prix de vente, lui, ne cesse d'augmenter, M. Juppé. Second article. Ce matin, Ségolène Royal s'est dite surprise par les méthodes de Stéphane Le Foll sur les pesticides. Elle regrette la position du ministre de l'Agriculture qui demande aux députés de ne pas interdire les néonicotinoïdes, une famille d'insecticides notoirement connue pour l'implication dans le développement des cancers. Troisième article, le dernier. En début de semaine, une vidéo où Nicolas Sarkozy décrit l'agroécologie comme une expression bizarre, une pratique qui est pour lui le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de la puissance agricole, qui serait remplacée par la possibilité de donner aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme. Pour lui, les agriculteurs ne sont pas des cantonniers, mais ce sont des entrepreneurs. Donc je vais résumer avec ces 3 exemples, dans une approche un peu holistique, ce que la société française subit. Aujourd'hui, la France voit ses innombrables villages se dépeupler, se désertifier, et pas seulement médicalement, comme vous l'avez dit. Pourquoi? En partie parce que les paysans deviennent moins nombreux, ils sont condamnés à se transformer en exploitants pour survivre. Et le mot est important, ils exploitent leur terre. Exploiter sa terre, qu'est-ce que ça veut dire pour un paysan? Et pour l'exploiter du mieux qu'ils peuvent dans une perspective productiviste à outrance, ils utilisent des produits ignobles pour la santé des 66 millions de Français. Nous développons des cancers de plus en plus, en partie car nous mangeons de plus en plus mal. Et les traitements sont de plus en plus chers, d'autant plus que le contribuable paye 2 fois, c'est absurde, 2 fois le traitement, puisqu'il finance la recherche à travers nos universités, et ensuite il le repaye à travers la sécurité sociale. Et ce n'est pas seulement pour les anticancéreux, M. Juppé, c'est aussi pour les antirétroviraux. Heureusement, les associations de patients ont changé les choses, mais c'est également pour le sofosbuvir, le traitement anti-hépatique actuellement, qui ruine notre sécu. Donc notre système de sécurité sociale est au bord du gouffre. Nous ne pourrons bientôt plus payer ces traitements onéreux, et en tant que médecin, ça va être à nous de devoir choisir entre traiter des gens qui ne pas pouvoir traiter des gens qui souffrent, ou alors nous devons renégocier les prix. Comment les renégocier? Donc là, c'est là ma question, mes 2 questions viennent, M. Juppé. Il y a un mois, vous nous avez remis à la mairie de Bordeaux, à mon équipe et à moi, le prix d'initiative associative pour l'organisation d'une conférence internationale francophone sur l'accès aux médicaments, et je vous ai proposé une idée. La création d'une industrie pharmaceutique européenne financée publiquement et spécialisée dans les génériques pour obliger les industries à se concentrer sur la recherche. Je vous ai aussi posé une autre question à la suite de la remise du prix. Êtes-vous pour le traité de libre-échange transatlantique? Vous m'avez répondu oui, car le libre-échange est favorable à la croissance. Je vais finir mes propos. Le concept de croissance continue, c'est un concept parasitaire, M. Juppé. Les parasites croissent, mais ne réfléchissent pas. Nous n'avons qu'une planète, la croissance ne pourra pas être infinie. Vous devez changer de paradigme, vous devez penser au développement, au qualitatif, à la santé des 66 millions de Français et des 550 millions d'Européens. Comment pouvez-vous être pour le traité de libre-échange, M. Juppé? Ce sera ma seconde question, alors que vous venez de publier un livre sur l'état fort. Comment garder le contrôle sur le prix des médicaments sans pouvoir de l'État? Donc ma première question, qu'est-ce que vous pensez d'une industrie pharmaceutique européenne sur les génériques, et comment pouvez-vous pour être le traité de libre-échange alors que vous venez de publier un livre sur l'état fort? Merci.
Bon, c'est débat sur les chapeaux de roue. Hein. Il y a de quoi remplir une bonne heure et même un petit peu plus. Il y a beaucoup de questions dans votre intervention. Le prix exorbitant des nouvelles molécules, je ne peux que souscrire à ce constat. Il faut donc se donner les moyens de faire pression sur nos laboratoires pour essayer de maîtriser ces prix par des contrôles accrus. La concurrence peut aussi avoir ses vertus. Je crois qu'il ne faut pas se résigner à cette dérive qui est aujourd'hui insupportable pour l'assurance maladie. Est-ce que la solution, pardon, je crois rêver, c'est de constituer une industrie européenne financée par les pouvoirs publics? Mais ça, c'est le 19e siècle ou le 20e siècle. Hein? Non, pour les génériques, de façon générale. Je ne crois pas qu'on va financer sur fonds publics en nationalisant finalement l'industrie pharmaceutique des choses qui sont tout à fait hors de notre portée. Qu'on exerce des contrôles, qu'au moment des autorisations de mise sur le marché, on vérifie évidemment les comptes des laboratoires privés, tous ceux qui sont publics, le cas échéant, naturellement, mais une sorte de nationalisation de la recherche et de la fabrication des médicaments, c'est quelque chose qui me paraît être d'un autre âge, je vous le dis comme je le pense. Sur ensuite l'agroécologie et les pesticides. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je ne mangerai plus de cerises à l'hiver », donc c'est vous dire que je suis très sensible à ces questions-là. Ne stigmatisons pas non plus et ne tombons pas systématiquement dans la caricature vis-à-vis de nos agriculteurs. Ils font des progrès considérables. Ils se mettent aux normes qui leur sont imposées. Ces normes sont de plus en plus strictes, parfois plus strictes en France que partout ailleurs. C'est souvent l'administration française qui en rajoute une couche dans les normes agro-environnementales par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs. Des progrès ont été faits. Le recul de la production de nitrates en Bretagne et de son infiltration dans les eaux sont réels, et on peut les constater. Donc il faut continuer évidemment ce mouvement sans caricaturer non plus complètement les choses. Vous parlez de la qualité de notre nourriture. Je vais dire quelque chose qui apparaîtra peut-être stupide aux médecins que vous êtes, aux futurs médecins que vous êtes, mais comment expliquez-vous que l'espérance de vie se soit allongée si fortement et qu'elle continue à s'allonger si on ne fait que des saloperies et si notre santé est menacée de matin, midi au soir? On se porte un peu mieux, je pense, qu'au lendemain de la guerre, vraisemblablement, et on se nourrit mieux. Si, on se nourrit mieux. Il y a beaucoup plus de gens qui se nourrissent mieux aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis parfois de la sous-alimentation ou d'une mauvaise alimentation par des produits qui ont été faits. Donc il faille continuer dans ce sens, il faille imposer bien sûr des normes. Alors, le préfet vient de prendre ici un arrêté assez sévère pour inciter nos viticulteurs à modifier leur méthode de culture, et je l'approuve tout à fait. Nous prenons des initiatives en ce sens. La ville de Bordeaux utilise 0 produit phytosanitaire pour la mise l'entretien de ces espaces verts. C'est un objectif que je m'étais fixé il y a quelques années et il est atteint aujourd'hui, c'est 0 phyto. Donc je ne suis pas du tout en contradiction, en désaccord avec vous sur l'objectif. Je dis simplement non plus qu'il ne faut pas caricaturer les choses et que nos paysans sont tout à fait prêts à entrer dans ce dispositif. Vous me disiez que les paysans exploitent la terre. Oui, ce sont des exploitations agricoles. Alors, évidemment, on peut donner à ce mot une connotation péjorative. On peut aussi dire qu'il faut sortir de terre un certain nombre de choses qui nous sont nécessaires. Il va y avoir 10 milliards de bouches humaines à nourrir à la fin de ce siècle. 10 milliards. 2 milliards en Afrique. Notre agriculture doit être une agriculture duale. Elle doit être d'une part une agriculture de proximité, de circuit court, privilégiant la traçabilité des produits. Je suis favorable à ce qu'on étiquette la viande transformée, par exemple, comme le réclament nos paysans eux-mêmes. En revanche, il faut aussi que nous gardions une agriculture productive, exportatrice, qui soit capable de contribuer à nourrir la planète. Nous en aurons besoin. Pesticides, agroécologie, qualité de la nourriture, voilà, croissance. Bien sûr qu'il faut changer de paradigme de croissance. Et je ne cesse de le répéter. Nous ne connaîtrons plus la croissance des 30 glorieuses, et il n'est pas souhaitable que nous renouions avec cette forme de croissance. J'ai déjà défini à plusieurs reprises ce que j'entendais par changer de paradigme, parce que, encore faut-il être plus précis dans ces affirmations, ce sera d'abord une croissance sobre, peut-être même frugale, qui économisera beaucoup plus que par le passé les ressources rares, c'est-à-dire l'énergie
non renouvelables, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire les sols. Je vous rejoins de ce point de vue-là, bien entendu. Une croissance aussi qui sera circulaire. Elle a été fondée dans les années passées, dans les décennies passées, c'est vrai, sur le gaspillage. On soupçonnait même certaines industries de fabriquer des produits qui devenaient suffisamment vite obsolètes pour qu'on soit obligé de les remplacer. Et ça, c'est fini. Et il faut voir que c'est en train de finir, hein, que cette circularité de la croissance est en train de s'installer. Deuxièmement, cette croissance, elle va nous conduire à des modes de production, à des modes de consommation tout à fait nouveaux aussi. Je ne sais pas comment il faut appeler ça, certains appellent ça économie collaborative ou nouvelle économie. Du côté de la production, ce sera une production de plus en plus décentralisée, pas délocalisée, mais décentralisée. Moi, je suis fasciné par le phénomène des imprimantes 3D. Nous fabriquerons à domicile un certain nombre de biens de consommation dont nous avons besoin, nos vêtements, par exemple, demain. L'énergie se fabriquera aussi de manière décentralisée, par non plus de grandes centrales qui desserviront de grandes populations, mais par des bâtiments à énergie positive. Jérémy Rifkin écrit des choses là-dessus définitives. Je me méfie un peu de la capacité prédictive de Jérémy Rifkin, parce qu'il avait écrit un livre au début des années 2000 dans lequel il parlait du rêve européen en expliquant que le modèle de la construction européenne se répandrait à travers la planète dans le courant du XXe siècle. On a quelques ratés dans l'exercice, mais on pourra en parler. Voilà, et enfin, l'économie participative du côté de la consommation, l'économie du partage. Pas question de s'opposer à ce qu'on appelle parfois l'ubérisation de l'économie, c'est un progrès aussi considérable dans beaucoup de domaines. Le mode de travail va profondément évoluer. On pense que d'ici quelques années, la part du travail salarié pourrait être, sinon minoritaire, du moins 50-50 par rapport à d'autres formes de travail, bien, et tout ça irrigué par le numérique. Cette forme nouvelle de croissance, que ce soit dans son aspect collaboratif ou dans son aspect frugal et circulaire, s'appuiera bien sûr sur le développement des technologies numériques. Voilà un peu comment j'imagine la croissance de demain. Nous sommes déjà engagés dans cette direction. Enfin, dernier point dans ce que vous avez évoqué, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se télescopaient d'une certaine manière. Oui, je suis pour le libre-échange. Oui, je constate que sur la période historique que nous venons de vivre, la libération des échanges a été un progrès pour la croissance mondiale. Elle a permis de sortir de la pauvreté des centaines de millions de personnes, en particulier 300 millions de Chinois, c'est à peu près le chiffre que l'on indique, hein, qui ont accédé à une forme de société qu'on va appeler société de consommation. Enfin, ils vivent mieux qu'avant, en tout cas, et plus longtemps et plus vieux. Donc voilà, le libre-échange a ses vertus, à une condition, comme toute liberté. Parce que je suis libéral à l'économie. Je pense que la seule façon de produire de la richesse et de la valeur, c'est la libre entreprise et c'est l'économie de marché, à condition qu'elle soit encadrée. Il n'y a pas de liberté qui ne soit encadrée. Toute liberté s'arrête d'abord au commencer d'autrui, et donc il y a forcément des règles à la liberté. Et le libre-échange doit être un libre-échange raisonné, raisonnable. Il faut être extrêmement vigilant sur la négociation actuelle avec les États-Unis. Les États-Unis se présentent comme les champions du libéralisme en économie, tu parles. Hein, chaque fois qu'ils ont des intérêts nationaux à défendre, ils le font extrêmement bien en utilisant la sécurité nationale, etc. J'ai vu ça là. Il faut que nous fassions la même chose. Et là, la façon dont ce traité est négocié aujourd'hui par la Commission européenne n'est pas satisfaisante, parce que ce traité est négocié dans l'opacité. On ne peut pas suivre pas à pas cette négociation. Nous avons déjà obtenu quelque chose qui est très important, c'est la mise à l'écart des industries culturelles. Hein, je me suis déjà battu il y a longtemps, il y a 20 ans, lors de l'Euro là-dessus. Nous avons un système, par exemple, en France, de soutien à la production du cinéma qui n'est pas libéral, puisque nous prélevons une taxe sur tous les billets de cinéma, y compris quand on va voir un film américain. Et la taxe prélevée sur les films américains sert à produire des films français. Ça reste à travers de la gorge d'Hollywood. Je me souviens d'avoir dit un jour à un représentant d'Hollywood, et oui, c'est comme ça. Et on va continuer. Et on a continué. Et il faut continuer. Il faut qu'on soit très vigilant sur la partie agricole et alimentaire, plus exactement, de la négociation de ce traité. Pas question d'accepter des viandes en particulier qui sont produites selon des normes sanitaires qui ne sont pas les nôtres. Donc là-dessus, il faut qu'on soit extrêmement combatif et que les responsables politiques, nationaux aussi, les parlements nationaux, puissent être impliqués dans cette négociation. Voilà, je me suis éloigné des questions de santé, encore que, tout est dans tout, et j'ai raison de dire que c'est la santé humaine aussi qui est en cause dans beaucoup de ces processus. Enfin, j'ai essayé de répondre rapidement, peut-être trop rapidement, à un certain nombre de vos questions. J'ai écrit un livre sur l'État fort. Je suis pour un État fort dans ses fonctions régaliennes,
la défense de la nation, la lutte contre le terrorisme, la sécurité des citoyens, la maîtrise des flux migratoires, le respect du principe de la mixité, mais je ne suis pas interventionniste, je ne veux pas de l'État qui s'occupe de tout. Et il y a des secteurs dans lesquels l'État doit se dégager par rapport à l'initiative privée et à l'entreprise privée. Voilà une première rafale. Merci pour cette réponse. On va essayer de se recentrer un petit peu plus sur la médecine avec une deuxième question.